Bonjour, je m'appelle Ariane Ali et je vais vous présenter mon travail de stage. Donc, pour ce qui est de la situation de la personne que j'ai choisie pour ce travail de stage, il s'agit d'un homme de 42 ans, 113 kilos, qui est niveau de soins A. Il est présentement en visite de l'Inde pour visiter sa famille. Il est unilingue punjabi. Il est présentement hospitalisé aux soins intensifs en raison d'une pancréatite nécrosante avec de multiples collections. On a comme antécédent troubles liés à l'usage de substances, de l'alcoolisme et de l'hypertension artérielle. Ça fait maintenant 7 jours qu'il est aux soins intensifs. Toutes les données présentées dans cette diapositive ont été collectées durant mes évaluations, grâce à mes recherches dans le dossier médical et par des discussions avec l'équipe soignante, médecins, infirmières, préposés, etc. Donc, l'état clinique actuel du patient est qu'il est sédaté à RAS-4. Il est alité sur un lit thérapeutique. Il présente une nécrose au niveau de sa main gauche due au Levophed. C'est CMS Pro, membre supérieur et inférieur. La peau est pâle, il n'y a pas de mobilité. Temps de retour capillaire est augmenté, soit 4 secondes. Et il présente d'œdème modéré. Son score Braden est présentement à 10 sur 21. Voici un détail là, de ce score. Il est présentement intubé depuis son arrivée aux soins intensifs, soit 7 jours. Nous prenons ses signes vitaux Q1 heure. En moyenne, il ressemble à ceci. On peut voir là, dans ces signes vitaux que la respiration, c'est une ventilation contrôlée avec une FiO2 de 60%, une PEP à 10, puis sa fréquence respiratoire est de 32 respirations par minute. Ça s'explique parce qu'il est présentement en acidose respiratoire et puis l'équipe tente d'expulser le plus de CO2 possible. Il présente des incontinences fécales. L'équipe soignante doit le mobiliser Q3-4 heures. Par contre, c'est rarement suivi par celle-ci suite à plusieurs discussions à ce sujet. Dernièrement, le patient a plusieurs équipements invasifs tels qu'une sonde urinaire, l'intubation, la CVVH, une voie centrale et de multiples drains. Voici les médicaments que le patient a reçus ou reçoit présentement. Certains médicaments sont en gras. C'est parce que je trouve que ces médicaments sont les plus pertinents selon le risque identifié pour le patient. Nous avons le propofol et le Versed intraveineux qui influencent directement le niveau de sédation du patient. Ensuite, nous avons les acides aminés intraveineux qui est la seule source d'alimentation du patient. Et finalement, nous avons le Levophed qui est présentement à 14 microgrammes par minute, qui est une grosse dose qui influence la vascularisation du patient. Voici mon analyse et mon interprétation des données présentées. Nous pouvons apercevoir à l'écran 4 groupes de données. Chaque groupe me mène à tendre vers un risque pour le patient, soit un risque de plaie de pression. Je vais élaborer chaque groupe pour vous dans les prochaines minutes. Donc, malgré que le patient a un lit thérapeutique, il présente une mobilisation inadéquate. En effet, l'équipe soignante ne respecte pas les intervalles à laquelle elles doivent mobiliser le patient, ce qui est principalement dû aux nombreux équipements invasifs que le patient a, tels que ses nombreux drains, sa CVVH et sa ventilation mécanique, ce qui rend la mobilisation difficile. Donc, en ne respectant pas l'intervalle des mobilisations et dû aux nombreux équipements invasifs, le patient est plus à risque de développer des lésions de pression puisque la mobilisation est un facteur de risque pour développer ceux-ci. Deuxièmement, le patient est alité et sédaté. Donc, les niveaux de sédation profonde est un prédicteur précis de l'incidence des lésions de pression. Le patient étant profondément sédaté, soit à RAS-4, il dépend entièrement de l'équipe soignante puisqu'il ne se mobilisera pas seul. Également, il est alité et sédaté depuis 7 jours, ce qui est déjà un long délai. Chaque jour de plus alité et sédaté, le patient est de plus en plus à risque de développer des lésions de pression. Troisièmement, l'intégrité de la peau du patient. Plusieurs aspects influencent l'intégrité de la peau chez le patient.
En premier lieu, le patient a des incontinences fécales, ce qui peut créer de la macération cutanée et rendre la peau plus vulnérable au développement des lésions de pression dans le futur. En deuxième lieu, la présence d'œdème chez le patient le rend plus à risque de développer des lésions de pression car l'œdème réduit la résistance de la peau et des tissus à toute la pression, la friction, les dommages qu'elle reçoit et donc augmente son risque de lésion de pression. En troisième lieu, le patient reçoit du Levophed, ce qui vient altérer sa vascularisation. Un exemple concret de cet effet est la présence d'une nécrose au niveau de sa main gauche, due au développement créé par un effet secondaire du Levophed. Et aussi, c'est démontré par son temps de retour capillaire qui est lent. Une mauvaise vascularisation est un facteur de risque de lésion de pression. Le patient est donc plus susceptible de développer des lésions de pression puisqu'il reçoit un vasopresseur diminuant sa vascularisation. Dû à toutes ces raisons, le patient est à risque de développer des lésions de pression. Dernièrement, le score Bradun du patient. L'échelle Bradun a été démontrée comme étant une échelle avec une validité prédictive au sujet des lésions de pression avec une bonne sensibilité. Elle est donc une bonne prédiction du risque de lésions de pression pour les patients. Dans ce cas-ci, le score du patient est de 10 sur 21 pour l'échelle Bradun, tel que détaillé dans une diapositive précédente. Donc, le patient présente plusieurs facteurs de risque reliés aux lésions de pression, nutrition, mobilisation, humidité, etc. Il est donc à risque de développer des lésions de pression. Voici les interventions infirmières pouvant être mises en place afin de faire la surveillance, afin d'atteindre ou de résoudre le besoin problème identifié. Chaque intervention est justifiée par des écrits scientifiques ou par des lignes directrices. Donc, premièrement, pour ce qui est là, de la mobilisation, une étude démontre que l'utilisation de techniques ou de rappels pour l'équipe soignante va permettre de suivre les indications pour la mobilisation du patient. La mobilisation va permettre donc de changer les points de pression du patient et de prévenir le développement de lésions de pression. Également, selon une ligne directrice, il serait avantageux de mobiliser le patient Q2-4 heures afin de prévenir les lésions de pression. Deuxièmement, l'application de pansements au niveau des points de pression les plus communs, tels que le sacrum et les talons, va permettre de réduire la pression exercée sur ces points qui sont plus à risque de développer des lésions de pression. L'infirmière a le droit d'appliquer tous ces pansements si elle en voit l'utilité. Elle peut donc le faire en toute autonomie. Troisièmement, l'application de crème barrière va permettre de protéger la peau du patient contre ces sels et ainsi permettre de réduire l'humidité, la macération et les dommages que les sels peuvent avoir sur sa peau et donc de réduire le risque de plaie de pression pour le patient. Quatrièmement, l'équipe soignante pourrait faire la surveillance de l'intégrité de la peau du patient. C'est une autre intervention que l'infirmière peut faire en toute autonomie sans nécessiter d'une prescription. Lorsqu'on parle de surveillance de l'intégrité de la peau, nous pouvons tant surveiller la présence de sels régulièrement afin de changer le patient le plus rapidement possible et ainsi réduire les risques de macération, mais aussi dû à l'utilisation de vasopresseurs, il est important de surveiller les signes d'hypoperfusion qui pourraient y avoir et ainsi pouvant causer des lésions de pression. En somme, ces 4 interventions peuvent être faites de manière autonome par l'infirmière et sont toutes soutenues par des écrits scientifiques qui démontrent leurs bénéfices afin de réduire le risque de lésions de pression chez les patients. En conclusion, mon stage m'a également permis d'en apprendre plus sur ma propre pratique infirmière. Lors de ce stage, j'ai été très déstabilisée, surtout dans les débuts. J'ai des grandes périodes de stress face à ma prise en charge des patients. Avoir des patients sédatés, intubés, qui peuvent être très instables, m'a vraiment confrontée à moi-même et me sortait de ma zone de confort. J'étais très anxieuse de faire quelque chose de pas correct qui pouvait impacter directement le patient. Alors,
J'ai pu identifier 2 stratégies qui sont prouvées par des écrits scientifiques afin de réduire cette nervosité et cette peur. Premièrement, avoir une bonne base au niveau théorique permet de réduire ce stress afin d'avoir une prise en charge adéquate des patients. C'est un aspect aussi que je me suis rendu compte lorsque j'étais en stage. Je n'étais pas sûre de moi-même et je me référais constamment à ma préceptrice. Alors, cette stratégie va permettre de me sentir plus à l'aise dans mon futur rôle d'infirmière. Deuxièmement, faire des simulations virtuelles et en présentiel ont été prouvées comme étant bénéfiques pour les étudiants afin de bien se préparer à l'entrée sur les milieux. Et ainsi, cela permettait de réduire l'anxiété des étudiants. Donc, de manière concrète, je vais me concentrer sur la théorie en relisant mes techniques de soins, les étiologies les plus fréquentes, les médicaments, etc. Cela va permettre d'être le plus préparé possible lors de mes prises en charge en milieu clinique. Aussi, je vais participer à des ateliers de simulation qui recréent des scénarios qui vont me permettre de m'exposer à des situations simulées sous pression et de mettre en pratique mes compétences. Je vais donc être en mesure de m'exercer à des situations critiques avant d'arriver sur le terrain. Cela va permettre d'accroître ma confiance en moi avant d'être dans le milieu clinique. Au final, en adoptant ces approches, je vise à réduire mon anxiété et à développer une pratique la plus sécuritaire et efficace possible en me sentant en contrôle dans mon rôle d'infirmière. Merci!